peu. Il y avait deux thèmes que j'avais dans la tête. Le premier, c'était justement ces rencontres en terre inconnue. C'est sur la Mongolie et la- le fait qu'un voyage peut transformer. Et puis, c'est ce dont on avait parlé. Et la deuxième chose auquel j'ai pensé, puis c'est toi qui choisis, euh, ou on peut peut-être même faire les deux, l'engagement radical vers la paix intérieure. Le poste. Ils sont complètement mélangés, hein. Mélangé, tant mieux. Ils sont complètement mélangés. Et je me suis dit que j'allais faire ce test. Si je n'aurais fait ce, comment tu dis? Quoi, radical? L'engagement, Engagement. engagement, commitment, c'est engagement. Si je n'aurais pas fait un engagement radical avec ma paix intérieure avant, si je n'avais pas fait l'expériment avant, l'expérience de la Mongolie aurait été très, très, très différente. Très Ok. différente. Donc, tu vois, la vie, j'ai l'impression que on a toujours tu dis recours, oui, recursos. On a toujours les recours nécessaires pour ce moment-ci. Tu veux Les dire les ressources. ressources. Ouais. Les ressources. Oui. Les ressources. Mais tu ne peux pas savoir les ressources que tu vas, qui seront nécessaires la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine. Mais on s'en Mais, fout si elles sont là au moment où tu en as besoin. mais d'une façon ou d'une autre, la vie, elle te prépare même sans savoir ce qui vient. Moi, je ne sais pas si la vie sait ce qui vient. Je m'en doute qu'elle sache. Mais d'une façon ou d'une autre, chaque pas va construire sur le prochain, pour le prochain, pas sur le prochain, pour le prochain. Alors ça, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il y a une notion de temps là-dessus. La vie te prépare, ça veut dire qu'il y a, pendant le moment présent, ça te prépare pour le futur. Ah, Est-ce que si, si tout se passe dans le moment présent, il n'y a pas de notion de temps. Dans le si. moment présent Euh, que tu... Vas-y. moi, j'ai l'impression que la vie, les humains, on la voit, non, c'est le temps, on le voit linéaire, non? Mais si tout d'un coup, tu tournes cette ligne comme ça, et tout est en train de se passer juste maintenant. Tout est en train de se passer juste maintenant. Donc, moi, j'ai l'impression que l'esprit est comme ça, tu vois, il a cette capacité de voir tout maintenant. Et donc, c'est pas linéaire. Nous, on fait l'expérimentation. Si, l'expérimentation du temps pour les humains, c'est linéaire, mais pas pour la vie. Donc, tout est en train de se passer juste maintenant, hors du temps. Et ça, c'est la vraie conscience, la pure conscience. Donc, si tu commences à voir cette ligne comme ça, tout en même temps, la préparation, c'est pas une préparation pour le futur, toutes les ressources sont ici maintenant, mais tu ne les vois pas jusqu'à ce que tu en as besoin de le voir. Tu ne sais pas comment les
les trouver, les acquérir, les intégrer jusqu'à ce que tu as l'impression que tu en as besoin. Tu vois, toi et moi, on parlait, il y a beaucoup de temps, on parlait un jour de toutes les ressources sont là, déjà, maintenant. Donc, la carencia, lac, Le manque. le manque, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Toutes les ressources sont déjà ici, maintenant, là. C'est une question de pouvoir les prendre, de savoir de les trouver, de savoir où se diriger. Et les ressources sont normalement intérieures pour pouvoir alors toucher les extérieurs et les rapprocher pour les utiliser. Oui, d'être vraiment en phase avec ses ressources, faire un avec elles. Euh, et avoir foi aussi. Si, parce que si l'expérience humaine est linéaire, donc c'est qu'on n'a pas à savoir ce qui vient. C'est génial qu'on ne sait pas. Ça serait horrible de savoir tout déjà maintenant, non? On n'a pas à savoir, mais on sait que les ressources seront là. On peut faire confiance à que les ressources seront là. Est-ce qu'on a déjà commencé? On a déjà commencé? Alors, Non, pas encore. Mais j'étais en train de me dire, oh mince, on enregistre. Et après, j'ai dit, cool, on enregistre. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle introduction. je vais faire mon petit texte. Bonjour, ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe des trois principes francophones, qui est une sous-communauté de la communauté mondiale des trois principes, 3PGC. Donc, le 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Citibank dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de nous de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens vers les trois principes francophonie. Nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi pour nous proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur pour de futurs webinaires. Alors aujourd'hui, nous avons Marina Galan présente qui va discuter avec nous. Marina a été mon mentor pendant plus d'1 an. Elle est coach, conférencière et travaille avec des individus, des groupes et des organisations dans le monde entier. Elle a une fois de plus accepté de venir nous parler, c'est gentil, dans un webinaire des trois principes francophonie. Et je l'en remercie, car à part elle et Robin Charby, il n'y a pas grand monde, il y a peu de francophones avec une telle compréhension des trois principes. On aidera Marina, si elle a des problèmes, à trouver ses mots. Je voulais partager un testimonial que j'ai vu sur le site de Marina, qui correspond à ma propre expérience de Marina. Marina vit dans un espace différent. Elle incarne la sagesse d'un sage et lorsqu'elle parle, elle diffuse de l'amour. Son coaching, son mentorat et son amitié ont profondément changé ma façon de vivre et d'expérimenter la vie. Plus simple et encore plus d'amour et d'émerveillement. Voilà, je crois qu'en effet, la compréhension intime des trois principes nous fait passer du jugement vers l'amour, mais aussi de la peur vers l'émerveillement. Je trouvais que ça correspondait tout à fait à ma compréhension et à mon
la manière dont je vois Marina. Alors, Marina revient de Mongolie, où elle a passé quelques semaines avec ses enfants, et elle va probablement nous parler de cette expérience et puis de comment elle a vécu ça. Et n'hésitez pas à poser des questions et à interjecter dès que vous avez des choses qui vous semblent intéressantes à partager ou à communiquer. Bienvenue, Marina. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et avant tout, je dois encore une fois dire, pardon, mon français n'est pas parfait, je me trompe à chaque instant, j'oublie mes mots, donc soyez patients, s'il vous plaît. Et je compte sur vous pour m'aider, si jamais je n'arrive pas à trouver des mots pour exprimer ce que je veux dire. Donc, comment, vous peut-être savez ça, mais quand on est invité à faire un webinaire, l'invitation vient des mois avant que le webinaire arrive. Et donc, quand on nous dit « Et tu veux parler de quoi ?» au webinaire, c'est toujours je ne sais pas, je n'ai pas idée. Et donc, ici, Monsieur Hervé est gentil avec moi et il a la suffisante confiance en moi pour me laisser reposer et ne pas nécessairement choisir le titre du webinaire des mois avant. Et je suis particulièrement touchée par ça cette fois-ci. Je vais vous dire pourquoi. Donc, oui, je viens de revenir de passer un mois à Mongolie avec mes enfants. C'est pas très normal pour une femme seule de partir avec ses 3 enfants adolescents en Mongolie un mois et pour explorer le pays à cheval. C'est un endroit assez lointain, très, très, très bizarre, très, très, très... on ne sait jamais ce qu'on va trouver, il n'y a pas beaucoup d'informations, enfin. Donc, je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on a pris la décision d'aller en Mongolie et traverser à cheval. Ma mère a été malade pendant beaucoup d'années et moi, j'étais en train de l'accompagner, lui donner ses médicaments, aller voir les docteurs, revenir, tout ça. Vous savez ce que c'est de être là pour quelqu'un qui est malade pendant des années. Mais je voyageais beaucoup à cause du travail. Donc, l'année dernière, il y a 1 an et demi, mon père est mort, est décédé. Et 1 mois et demi après ça, les docteurs de ma mère m'ont dit, là, ça commence à aller très, très mal, c'est le début de la fin, donc vous deviez vraiment réfléchir à ne plus voyager et rester à côté d'elle et l'accompagner dans ces derniers mois. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai arrêté de voyager, j'ai resté ici à Querétaro et j'ai resté à côté du lit de ma mère pendant presque 1 an et demi. Mais en décembre, plus ou moins, ma mère, elle s'est fâchée, très, 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 très fâchée avec moi. Elle m'a dit, va-t'en, je ne veux plus te voir, ne viens plus à ma maison. Parce que vous savez, la relation du malade avec la personne qui est en train de
garder le malade, ça devient difficile, ça devient compliqué. Et donc, à un moment donné, en décembre, il m'a dit non, va-t'en, je ne veux plus te voir. Bien sûr, un de mes frères était ici, il était en train de visiter, donc c'était parfait pour elle parce qu'elle ne restait pas toute seule, mon frère était là, Mais mon frère est resté ici pendant, je sais pas, 3 semaines, et puis un autre de mes frères est venu parce que tous mes frères vivent autre part dans le monde. Mais bueno, donc pendant 1 mois et demi, 2 de mes frères étaient ici, et moi j'ai dû trouver la façon intérieure d'être en paix, même si ma mère mourait en étant fâchée avec moi. Ça, même si je ne l'avais pas vue pendant des semaines, même si elle était encore fâchée avec moi, même si n'importe quoi. Et donc, ce devoir de trouver en moi la façon de garder ma paix, même si n'importe quoi, non? Même si fill in the blanks, a commencé un expériment pour moi de bon, OK. Et si on fait un engagement, c'est engagement radical avec notre paix intérieure, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment, l'année dernière a été très, très, très difficile. Mais bon, dans ce mois et demi où je trouvais la façon de garder ma paix intérieure, n'importe quoi, je me suis rendu compte d'un tas de choses. Et entre ces choses, c'était que la vie continue et on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On peut s'arrêter, mais si dès notre paix intérieure, en venant de notre paix intérieure, on voit que ce n'est pas nécessaire de s'arrêter, on peut toujours ne pas s'arrêter. Donc, après un mois et demi, ma mère elle est contente avec moi, encore une fois, parce que, bien sûr, mes frères partent et il a besoin d'aide et quelqu'un doit aller chercher l'oxygène et tout ça. Donc, elle n'est plus fâchée avec moi, on devient amis, encore une fois, mais on a des conversations honnêtes sur ce qui s'est passé. Et alors, je lui raconte tout cet expériment sur la paix intérieure, etc. Et que j'étais en train de réfléchir si je commençais à voyager pour travail, encore une fois. Donc, à un moment donné, elle me dit, et si tu voyages pas pour travail, si tu te donnes un break, non, si tu te donnes un break avec tes enfants, parce qu'ils ont bien besoin de sortir aussi, ils ont bien besoin d'un break aussi. Et donc, l'idée a commencé à grandir en moi. Et moi, je crois vraiment que la vie est, je ne sais pas si ce mot existe en français, mais je vais le dire de toute façon. Moi, je crois que la vie est conversationnelle. Ça existe, ça? Oui? OK, bon. Donc, notre relation avec la vie est conversationnelle tout le temps. Et si on a le courage d'écouter la vie, elle va nous parler. Et si on a le courage de lui parler, elle va nous écouter. Et donc, comme je suis une fidèle croyante à la nature conversationnelle de la vie, je lui ai dit à la vie, bon, OK, montre-moi si est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois partir. La seule chose que je savais en moi, c'était que j'avais besoin d'espace et de silence.
Mais bon, l'espace et le silence, on peut toujours le trouver dans une petite cabane au bois, non? Dans les bois à 1 heure d'ici. Moi, je savais que j'avais besoin d'espace et silence, c'est tout. Mais j'ai demandé à la vie, donc, montre-moi. Montre-moi si est-ce que je dois partir ou où est-ce que je dois partir. À ce moment-là, moi, je dois vous dire la vérité. Je voulais partir toute seule. Les enfants, c'était peut-être après, un autre moment, on verra, non? Mais donc, j'ai commencé à avoir ces rêves des chevaux et des steppes et j'ai commencé à j'ouvrais un livre et je trouvais des choses sur Mongolie et partout je commençais à voir la Mongolie et la Mongolie et la Mongolie. Alors j'ai dit, bon, je suppose que c'est la Mongolie. J'ai commencé à étudier un peu sur la Mongolie. J'ai trouvé exactement ces images de silence et d'espace, en plus à cheval, non? Ça, la capacité de guérison d'un cheval, non, ça, moi, je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je me mets sur un cheval, j'ai l'impression que tout l'univers s'aligne. Tout est à sa place. Donc, je commence à étudier un peu et je me rends compte que c'est un pays bon, assez difficile pour voyager. Et je tombe amoureuse de la Mongolie et des possibilités de la Mongolie et de rester avec des familles nomades, oui, avec des familles nomades partout au lieu de rester dans des hôtels et tout ça. Donc, vraiment avoir une expérience profonde de ce que c'est la vie des familles nomades en Mongolie. Et je commence à faire le plan et tout ça. Et un jour, je dis à mes 3 adolescents, donc, les enfants, moi, je ne sais pas ce que vous pensez faire pendant l'été, mais moi, c'est ça ce que je vais faire. Non, je vais traverser la Mongolie à cheval en restant avec des familles nomades. C'est très lointain, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Donc, c'est probablement pas très fun pour vous, mais bon. Et un de mes enfants, il ne s'est pas douté. Il a dit, si, moi, je vais avec toi, moi, je veux y aller. Et moi, j'étais là, non, je crois que tu comprends pas ce que ce que tu es en train de dire. Tu vois, c'est ça, et c'est les familles nomades, et on ne sait pas ce qu'on va manger, et on va en train de bouger les yaks d'un endroit à l'autre, et c'est très agressif. Bon, il dit, non, 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 si, je viens avec toi. Puis, une semaine après, un autre me dit, mon frère m'a dit que vous pensez aller voir les gens qui chassent avec des aigles. Vous avez vu des gens qui chassent avec des aigles en Mongolie? Voyez-les, s'il vous plaît. Et je lui dis oui, c'est l'idée, non, d'arriver avec eux aussi à un moment donné. Donc moi, je vais avec eux. Et puis le lendemain, le plus petit a dit, bueno, si mes frères vont, moi, je ne vais pas rester ici tout seul et je ne vais pas passer l'été tout seul avec mon père, donc je viens avec vous aussi. Je m'en fous, non? S'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'Internet, s'il n'y a rien, je m'en fous, on va tous ensemble. Donc bon, bien sûr, tous ces mois, c'était oui, mais non, parce que maman va mal et maintenant elle a une infection au poumon et maintenant elle est mieux, donc oui, donc non. Tout le temps, tout dépendait de l'état de santé de ma mère. Tout. Et on a changé d'avis un million de fois.
3 semaines avant de partir, ma mère a une terrible infection au poumon. Elle a une fièvre de plus de 40. Elle commence à avoir des hallucinations. Si, elle commence à avoir des hallucinations. Elle commence à parler un tas de choses très, très, très bizarres. Et moi, je dis non, ça c'est la fin, non? Ou c'est vraiment le début de la fin et on va falloir oublier la Mongolie. En plus, moi, híjole, ça, si j'ai pas idée de comment le dire en français. I tore the ligaments on my knee. J'ai déchiré les ligaments dans mon genou. Si. Donc, tout était mal pour aller en Mongolie à cheval, non? Pero bueno, tout d'un coup, les médicaments que les docteurs donnent à ma mère, elle commence à être mieux, mieux, mieux. À moi, les docteurs, ils me font des injections dans le genou et tout va mieux, et tout va mieux, et tout va mieux. Ma mère commence à manger, ce qui ne passait pas depuis des mois. Elle est forte. Elle commence à inviter ses amis à venir la voir les après-midi. Et c'est un miracle, quoi. Non, tout le monde était là en train de dire, mais c'est quoi ça? Et donc, elle me dit, tu vois, je suis parfaitement bien. Allez, va-t'en. Je ne veux pas te voir. Va avec tes enfants en Mongolie. Si quelque chose arrive, moi, de toute façon, je t'attendrai. Et donc, je dis, OK, bon, vous allez. On y va en Mongolie. L'aventure de la Mongolie avec 3 adolescents. Ça commence. 38 heures pour arriver en Mongolie. Ah, de ces voyages que vous êtes vraiment crevés, vous ne savez plus où est votre tête, où sont vos yeux, vous ne savez pas ce que vous voyez, tu as l'air d'halluciner. Enfin, on arrive en Mongolie, on dort toute la première journée, puis la deuxième journée, c'était le festival Au milieu du festival, c'était un stadium. Stadium, c'est le mot, oui. C'était un grand stadium comme ça. Et moi, je vois de l'autre côté de le stadium un ballon. Un ballon, c'est ça? Ballon de hélio. OK. Un ballon de hélio noir qui monte. Quelqu'un l'a relâché, il a monté sur le ciel. Et à ce moment-là, je dis, c'est ça, maman va mourir. Donc ce soir, je téléphone ma mère, elle va pire, un tas de choses se passent, un tas de choses se passent. Le lendemain, on partait déjà loin aux steppes avec les chevaux. Et on est là, je parle avec elle, je me rends compte qu'elle est complètement partie déjà. Elle n'était plus là. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est en train de parler avec moi, avec mes enfants. Et mes enfants étaient en train de crier, on t'aime, Nina, on t'adore, et tu vas être toujours avec nous. Et tout d'un coup, elle revient, elle se rend compte qu'elle est en train de parler avec nous, et elle nous dit, ah, moi, je vous aime aussi, je vous aime tellement, mais ne revenez pas. Donc, on lui dit, non, mais allez, Nina, on se revoit en août, sois tranquille. Tata. Elle me dit, non, 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 non. Vous devez me promettre que vous ne allez pas revenir. Non, mais si, mais ça va, maman. Promets-moi, je veux t'écouter me dire que tu me promets que tu ne vas pas revenir. Et je ne pouvais pas dire les mots. Non? Donc, un de mes enfants va et dit, on te promet qu'on ne va pas revenir, t'en fais pas. Reste tranquille. On était déjà aux steppes avec les familles nomades. Mais il y avait toujours d'Internet parce qu'on n'était pas trop loin d'une ville.
Donc, le lendemain, on devait prendre les chevaux à 9 h du matin et commencer l'aventure. Et à 8 h du matin, on me téléphone et on me dit, ça y est, elle est décédée, elle est passée. Mon frère n'avait pas arrivé à temps, aucun de mes frères était là, c'était seulement 2 de mes cousines. La mort la plus bizarre du monde pour ma mère. La première chose que j'ai sentie, j'étais vraiment fâchée avec elle. Tu vois, j'ai passé 2 ans à côté de ton lit en attendant, et puis tout d'un coup, 4 jours après, tu décides que c'est le moment de partir. C'est quand même pas gentil de ta part. Et un de mes enfants me dit, tu te rends compte que ta mère est en train de t'offrir un cadeau et maintenant on ne peut plus revenir. Revenir maintenant à Calais, alors ça nous prendrait au moins 5 jours. On va arriver, tout va être fini. Donc d'une manière ou d'une autre, maman est en train de te faire un cadeau en te disant, tu as déjà assez fait, je te laisse libre. Donc je lui dis à mon fils, je lui dis, OK, bon, donc vous prenez les chevaux, vous partez, moi je vais rester ici pour prendre les affaires, non, faire ce que doit être fait, etc., les papiers. Et mon fils me prend par les épaules comme ça, il me dit, faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec les papiers? Tu vas dire à ta cousine dans quel tiroir ils sont? Et quoi d'autre? Monte sur son cheval, commence à courir et trouve la façon d'honorer et de célébrer ta mère dans l'espace et le silence dont tu avais besoin. Donc, je lui dis à ma cousine, les papiers sont dans le 3e tiroir de droite et je monte sur mon cheval. Et on commence, et mon fils me dit, non, mais vas-y, cours, cours, non? Au galop, on dit ça, si? Au galop! Tu dois trouver, tu dois. Donc, je commence des steps, l'espace, le silence, rien d'autre, aucun espace où reposer les yeux, rien que un vide absolument plein de sentiments, de possibilités. Mais bon, on avait encore un mois devant nous. Et donc, l'aventure de traverser la Mongolie à cheval est devenue l'aventure intérieure de traverser l'espace entre moi et ma mère pour la laisser partir. Le trajet, c'était des steppes aux vallées, ouais, des vallées au désert, du désert aux montagnes, des montagnes aux glaciers, ouais, glaciers. Et donc, je commence à me rendre compte que ce changement de scénario, de continuer à offrir des possibilités différentes. Chacun de ces scénarios, c'était complètement différent, mais ça me permettait
de trouver ma mère, ma relation avec ma mère, la mère qui habite en moi, qui avait toujours habité en moi, à travers tous ces scénarios, des façons complètement différentes. Un ami, il se moquait de moi, il me disait, tu fais les mêmes pas que Jésus-Christ, non? De la vallée au désert, des déserts aux montagnes, des montagnes. Donc, ouvre bien les yeux, ouvre bien le cœur, ouvre bien ton âme. Écoute ce que la vie est en train de te dire. C'était précieux, affreux, beau, désespérant, lumineux. Et tous les soirs, quand on arrivait avec la famille, non, elle nous donnait à manger. Je me rendais compte que le deuil que j'étais en train de faire, deuil, c'est le mot, oui, merci. Le deuil que j'étais en train de faire pour ma mère, avec ma mère, c'était quelque chose qui aurait été impossible si j'aurais été ici à Querétaro, en recevant mes frères et tous les papiers, tous les tramites. Vous savez ce que je veux dire? Ça serait complètement différent. J'avais déjà passé ça avec mon père l'année dernière. C'était moi qui devais tout faire légalement. Ici, c'était moi qui devais tout faire légalement, mais j'avais laissé un pouvoir pour ma cousine. Vous voyez? Vous voyez la perfection? Non? Non, c'était pas pour ma cousine, c'était pour une voisine. Ah, écoutez ça. Ma voisine, Alexandra. Maintenant, on commence à voir comment la ligne du temps n'est pas du tout une ligne. Elle est complètement. Tout est en train de passer juste maintenant. Donc, il y a 15 ans, ma mère est venue me faire une visite à Querétaro parce qu'elle habitait à la ville de Mexico. Elle est venue me faire une visite à Querétaro et on est allé au supermarché, on revenait du supermarché. L'aîné de mes enfants était tout petit, moi j'étais toute grosse avec le deuxième. Donc, je suis en train de sortir les choses de la voiture et ma mère est avec mon petit et elle rentre et tout d'un coup, le père de la voisine arrête sa voiture et il sort et il me dit, la femme qui vient de rentrer là, c'est pas Maria-Elena Romanos, ça, le nom de ma mère. Et je lui dis, oui, c'est Maria-Elena. C'est incroyable, dis-lui de sortir. Donc, je rentre, je dis à ma mère, il y a le père de la voisine qui veut te voir, moi j'en sais rien, il sait ton nom, donc ma mère sort, il commence à parler et ils avaient été petits amis pendant 2 semaines quand ils avaient 14 ans. OK? Bon, l'histoire, non? De moi arriver, habiter à Querétaro et louer la maison juste en face de cette femme, c'est déjà coucou enough. Oui? Donc, 1 an après ça, ma mère se divorce de son mari, elle ne sait pas quoi faire, elle vient vivre à Querétaro finalement avec moi et mes enfants. Elle a son propre appartement. Elle recommence la relation avec Sergio. Non? Et ils ont 8 années absolument géniales. Ils voyagent, ils se comprennent, ils s'accompagnent, les conversations. C'est vraiment incroyable et fabuleux à témoigner. Le jour, il y a
7 ans. Le jour que Sergio est mort, ses filles n'étaient pas là. Et c'est ma mère et moi qui ont dû préparer le corps pour que les services funéraires puissent le prendre. Donc, le pouvoir, c'était au nom de la voisine. Et c'est la voisine et mes cousines qui ont dû tout faire. 7 ans après, vous voyez comme c'est parfait. La vie ne se trompe pas. La vie ne se trompe jamais. Et donc, moi, en savant que la vie ne se trompe jamais, moi, j'étais en Mongolie et tous les soirs, je disais, la vie ne se trompe jamais. La qualité de deuil que je suis en train de faire, d'avoir, d'expérimenter ici, aux steppes, dans les vallées, au désert, les montagnes, les glaciers, c'était la folie. Et elle a été absolument pleine, éclaboussante. J'adore cette parole. Éclaboussante de surprises qui me montrait à chaque fois où j'étais en train de essayer de contrôler, essayer de juger comment les choses devaient se passer. Donc, un exemple. Vous savez ce qu'on dit, non? Si personne n'est un jinete, une personne qui fait du cheval normalement. Donc, en espagnol, on dit personne n'est un jinete, au moins jusqu'à ce que le cheval le fait tomber, non? Moi, j'avais mon petit dark secret. J'avais fait du cheval pendant 35 ans et j'avais jamais tombé dessus. Mais personne ne le savait, non? Parce que, bien sûr, premier jour, après que mon fils me dit, allez, au galop. Et on arrive et on s'arrête, le guide nous arrête. Premier endroit où nous arrête le guide. On descend, c'était je suppose que le mot c'est un cimetière de 2500 années. Avec les pierres talladas, vous voyez, toutes décorées, avec c'était un reindeer. C'est quoi reindeer? Allez, Un renne. un Un renne. renne. Avec les antlers, huge antlers like this. C'était tellement beau. Et donc, bon, un cimetière de 2500, tu vois, mes enfants et moi, on se prenait ensemble autour du rocher, on pleurait, on riait, tout en même temps. Non? Bueno, 10 minutes après, on est à cheval. Les chevaux à Mongolie, tous sont des chevaux semi-sauvages. Il n'y a pas des chevaux qui ne sont pas demi-sauvages parce qu'ils sont libres tout le temps parce que les gens n'ont pas les moyens pour les donner à manger. Donc, ils sont libres tout le temps. Et donc, la famille prend un cheval, le travaille pendant une semaine et puis le relâche et prend un autre cheval, le travaille pendant une semaine et puis, vous voyez, donc, tous les chevaux, ils te disent, tout le temps, ils te disent, si tu es sur le cheval, tu ne peux pas prendre de l'eau. Fais attention que ton portable ne sonne pas, ne vibre pas, tu ne peux pas enlever tu ne peux rien faire. Donc, je suis à cheval. Mon fils me dit, j'ai soif, donc je fais comme ça pour prendre la bouteille d'eau. Le cheval, il est partout. Il est en train de me faire tomber. Et moi, je sais parfaitement bien, rationnellement, ce que je dois faire pour ne pas tomber. Je sais parfaitement bien ce que je dois faire rationnellement pour ne pas tomber. Et je le fais. Et ça ne fonctionne pas.
et je vole par les ciels. Mais enfin, c'était super sympa parce que j'ai volé par les ciels, mais après, le cheval est venu me chercher. Il m'a aidé à me relever. Vous voyez? Toute l'expérience a été pleine de choses, que c'était des tout petits messages de tu es en train de contrôler, oublie-toi de la raison, tu as qu'à sentir, tu as qu'à sentir, tu es là, embrasse, ouvre les bras. À Mexico, on dit que, comment tu dis rabies, you know? Rabies, C'est la rage, non? la rage, Les des chiens? chiens. Oui, bueno, entonces, à Mexico, on dit, une fois que le chien est mort, la rage est finie. Oui, c'est quand même vrai, Liv. Comment? Une fois que le chien est mort, la rage est finie. Et donc, moi, pendant tout ce mois en Mongolie, j'ai commencé à noter tout ce qui mourait en moi avec la mort de ma mère. Donc, qu'est-ce qui mourait en moi? Quelle était la rage qui mourait en moi avec ma mère? Le besoin d'avoir toujours un bon jugement de sa part. Le besoin que j'ai eu pendant toute ma vie d'essayer de lui montrer que j'étais honorable de recevoir son amour. La peur de d'être critiquée par elle. La nécessité d'être extra gentil avec mes frères parce qu'elle aimait mes frères, même si ils étaient des connards avec moi. La même chose avec mon ex-mari parce qu'ils étaient les meilleurs amis. Ils avaient entre eux une alliance incorrompible. C'était eux vers le monde. Bueno, surtout eux contre moi. Surtout eux contre moi. Et maintenant, tout d'un coup, la rage, je trouve mon ex-mari et je me rends compte que cette alliance avec elle est finie. Et donc maintenant, c'est juste toi et moi. Et donc maintenant, je dois pas mentir. Je dois pas être extra poli avec toi, joli avec toi, gentil avec toi. Je peux dire je ne suis pas d'accord, je peux exiger si je crois que je dois exiger. Et alors tout d'un coup, il y a une liberté incroyable en moi parce que la rage est finie. Maintenant, je me trouve dans un endroit intérieur parce que je ne suis plus en Mongolie. Intérieur, vaste, énorme comme les steppes, vide, plein de possibilités, avec un silence
qui me permet de m'écouter à moi sans la mère qui habitait en moi. Et maintenant, je me trouve en train de, je pourrais dire, inventer qui je veux être. Mais c'est pas même ça, c'est je suis en train de découvrir qui je peux être maintenant, dans cet espace, dans ce silence. Je suis en train de préparer une cérémonie pour ma mère, qui, ici, chez moi, samedi. Et donc, j'ai sorti tous ces albums de photos. Oh mon Dieu, la quantité de photos qu'elle a d'elle-même, c'est incroyable. Incroyable. Mais bon, je suis en train de prendre un tas de photos depuis qu'elle était un tout petit bébé, hein. Et quand elle était le modèle de Dior, je ne sais plus quoi, et quand elle était la dame de... non. Et je regarde les photos et pour la première fois, je peux la voir sans son regard sur moi. Vous voyez? Son regard est mort avec elle, son regard sur moi. Et donc, je peux la voir, elle, pour elle. J'ai déjà deux jours complets en train de mettre des photos partout et j'ai déjà ordonné un tas de fleurs et ses amis vont venir et mes amis vont venir et les amis de mes frères vont venir et on a déjà un playlist de ses chansons favorites. Je n'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça sans la Mongolie. J'aurais jamais trouvé l'espace dedans. J'aurais jamais trouvé le silence pour pouvoir faire ça. Pour elle. Et de permettre les regards de tous les gens qui étaient dans sa vie sur elle, sans elle. Quand je suis arrivée, les montagnes, les glaciers. Il y a en Mongolie, vous connaissez beaucoup sur la Mongolie? Bueno. Il y a une rivière blanche. Donc, elle s'appelle la rivière de lait. L'eau est complètement blanche. Pas un peu blanche, si tu la regardes avec la lumière comme ça. Non, 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 elle est blanche, complètement blanche. Tu as vraiment l'impression d'être... Et c'est pas une toute petite rivière, c'est une grande rivière forte, les eaux complètement blanches. Et quand j'étais là, j'écoutais la rivière, parce que la nature conversationnelle de la vie. J'écoutais la rivière. Et la rivière, elle s'est ouverte. Moi, j'ai vu les eaux comme elles se sont ouvertes pour recevoir tout ce que je devais laisser, tout ce que je devais lâcher à ce moment-là. Toute la peur, toute la... Je n'ai pas le mot. Amer. Shame. La culpabilité, non, c'est la honte, pardon. Honte. Vergüenza. Et la honte, vergüenza.
toutes les manières dont j'ai essayé de lui faire voir que je valais, que j'étais quelqu'un qu'il pouvait aimer. Toutes les rancors. C'est comment rancor? Rancœur. Rancor, peut-être. Oui, j'imagine que c'est ça. Et donc, quand on revenait de la Mongolie, la Marina qui revient de la Mongolie, c'est pas la Marina qui est partie en Mongolie. Je ne sais pas qui c'est. Je ne suis pas pressée de le découvrir non plus. Quand j'arrive ici, je venais un peu, aïe, je ne sais pas comment me trouver à nouveau dans ma vie si c'est pas moi et elle n'est plus là et donc le vide et c'était complètement inconnu quand je revenais. J'avais l'impression de vraiment dire, je ne sais pas où j'arrive, je ne sais pas qui arrive, je ne sais pas quoi vient, quoi suit, pas idée. J'arrive et deux de mes frères sont ici, à sa maison, avec les petits-enfants. Donc, sa maison est pleine, il n'y a pas de vide. J'ai pas encore senti le vide. On a peu à peu commencé à tout ça aussi, à vider sa maison. Je suppose que c'est comme ça comme on le dit, non? À vider sa maison, à sortir les affaires, tout ça. Mais il n'y a pas de vide. Peut-être quand mes frères partiront la semaine prochaine, ça sera différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le dernier jour qu'on était en Mongolie, le dernier soir, j'ai eu un rêve avec elle, non? Donc, dans le rêve, moi, j'étais dans sa maison en train de débarrasser, de bouger les choses, etc. Et tout d'un coup, il y avait une chaise qui commençait à bouger toute seule et comme ça. Et donc, la femme qui était avec moi, elle était effrayée, non? Aïe, cette Marie merveilleuse! Et moi, je lui disais, mais tranquille, c'est elle. C'est elle qui est ici. Et donc, on rentrait dans sa chambre. Et elle était dans son lit avec un pull rouge, comme ça. Et je lui disais, maman, ça va? Tu vas bien? Et il me disait, ouais, je suis très bien. Cette histoire de mourir, c'est une confusion terrible. C'est vraiment une confusion terrible, mais je me trouve très bien. Très, très bien. Et alors, tout d'un coup, un de mes enfants était endormi à côté d'elle, mais il était plus petit. Il avait peut-être 6 ans dans le rêve. Et moi, je regardais sa peau. Sa peau, elle était belle, tellement. Alors, j'approchais ma main comme ça, je commençais à caresser sa joue. Donc, ma mère m'a regardé. Elle m'a regardé dans les yeux, ses yeux pleins de larmes. Et elle m'a dit, la tendresse de la peau, Maïna, c'est quelque chose que je n'ai pas appris dans cette vie. Ne perds pas le temps. La tendresse de la peau. Et ça a resté avec moi parce que ma mère, toute sa vie, elle a été froide comme un glacier. Ça, vraiment, elle était glace. Elle était incapable de t'embrasser, de te dire qu'elle t'aimait. Non, 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 non. Si toi, tu arrivais, tu essayais de mettre tes bras, tu la sentais comme elle. Et tu lui disais, je t'aime, maman. Elle te disait, ah, oui, c'est bien ça, merci. Elle était incapable. Donc, ce rêve, la tendresse de la peau,
Et moi, je peux vous dire que s'il y a quelque chose que j'ai trouvé en Mongolie, c'est la tendresse. La tendresse des chevaux, la tendresse de mes enfants, qui accompagnaient, qui savaient, qui écoutaient. Un ami docteur m'a dit, quand je lui disais que j'étais fâchée parce qu'elle avait parti quand j'étais partie, non, après 2 ans d'être là, elle me disait, mais il y a des gens qui ne peuvent pas mourir s'ils ne sont pas seuls. On doit les laisser seuls pour qu'ils puissent mourir parce que sinon, leur sens de responsabilité est beaucoup trop. Donc, quand ta mère t'a dit, prends un break, quand tes enfants t'ont dit, on vient avec toi, même si c'était la folie qu'ils viennent avec moi. Vous voyez comme la vie ne se trompe pas. Donc, moi, je voulais être seule. Ah non, tes enfants vont être avec toi. Je voulais que ma mère attende. Elle n'a pas attendu. Elle est partie. Et elle est partie endormie, tout à fait calme, en paix. Elle avait deux désirs. Elle avait deux désirs. Ne pas mourir seule et ne pas mourir asphyxiée. C'est le terme? Oui, asphyxiée. Et elle était avec mes cousines. Elle était endormie. Vous voyez les cadeaux? Vous voyez la beauté collatérale? On parle beaucoup des voyages de transformation, non? Voyages de transformation. Mais les voyages de transformation ne se donnent qu'à l'intérieur. Et si tu ne prends pas le voyage intérieur, il ne va pas avoir de transformation. Et tu dois marcher tous tes territoires intérieurs. Les steppes, la vallée, le désert, la montagne, les glaciers. Il y a tellement de territoires dedans. Et on s'aventure presque jamais. On reste toujours chez nous, en nous. Mais chez nous, en nous, c'est un tout petit espace en nous. Si moi je vous demande, est-ce que vous avez déjà exploré le désert en vous? Ah oui, hein? Est-ce que vous avez déjà exploré les vallées, les forêts, les montagnes? Est-ce que vous avez déjà exploré le ciel en vous, l'enfer en vous? Pero à propos, non parce que tout d'un coup je me suis trouvée là, non, délibérément, je vais faire l'exploration de mon désert intérieur pour voir ce que je trouve là-dedans. Parce que vous voyez, c'est toujours la métaphore, c'est toujours la métaphore. Le désert, le rien, l'absence de pensée. Le silence. Donc si, la Mongolie, c'est très bon. Mais ma mère m'a donné le cadeau d'aller visiter tous les territoires en monde, sans elle, pour la première fois. À chaque place que j'arrivais, c'était là.
Ah, la belle photo, je vais l'envoyer. Ah non, je ne peux pas imaginer un plus beau cadeau que ça. Me forcer à, à m'explorer sans elle, avec mes enfants, dans un espace infini et un silence infini. La transformation, j'ai pas idée, but I will keep you posted. Où ça va? Car juste maintenant, j'ai pas idée. Je ne suis pas encore là. Physiquement, je suis déjà chez moi, oui, mais intérieurement, je ne suis pas encore là. Et ça, c'est parfait. Je ne sais pas où je suis. Et ça, c'est parfait. C'est exactement où je dois être. Parce que les certezas, certainties, Certitude. les certitudes, merci. Les certitudes sont que des prisons, sont que des cages. Quand on a une certitude, il y a quelque chose en nous qui vient de mourir. Yeah, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant, parce que je ne sais pas. C'est ça, je ne sais pas. J'ai deux questions pour toi, Marina, si on a le temps. Oui. La première, est-ce que la compréhension des trois principes change radicalement notre rapport à la vie, notre compréhension de la vie, pour toi? Pour moi, la compréhension des trois principes change radicalement notre compréhension de la vie, mais change radicalement aussi les possibilités de nous dans la vie. Donc, ce n'est pas seulement la compréhension de la vie, c'est le sentiment de la vie, c'est ce qu'on peut voir de la vie, ce qu'on peut sentir de la vie, ce qu'on peut partager avec la vie, la façon dont nous pouvons nous partager avec la vie, la façon dont nous pouvons collaborer avec la vie. Sans la compréhension de trois principes, Mongolie aurait été l'enfer. Je n'aurais pas pu faire la Mongolie. Tu vois? J'aurais été complètement fermée dans l'histoire de la perte de ma mère et tout ce que ça veut dire et comment est-ce que les relations familiales vont se tenir maintenant si elle était la matriarche et elle voulait que moi je sois la matriarche, mais moi je ne peux pas être la matriarche. Je lui avais déjà dit que je ne serais pas la matriarche. Donc maintenant, elle me disait les derniers jours, moi je vais mourir à cette famille, ben, allez à la merde. Et moi je disais, si, c'est beau ça. C'est beau ça. Que chacun soit libre et que l'on ne doit pas être ici parce que nous sommes des enfants, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ex-mari, mais c'était ton meilleur ami. Non. La liberté, la libération de la mort. Donc, un ami me disait l'autre jour, non, on doit mourir tous les jours, on doit mourir à la vie. Oui, on doit mourir tous les jours à la vie.
Je ne sais pas qui je suis aujourd'hui. Chaque fois, non, à chaque moment en Mongolie, à un moment donné, un de mes enfants me disait, est-ce que tu sais où on est? Non. Je n'ai pas la moindre idée d'où on est. C'était toujours des espaces complètement ouverts, complètement. Est-ce que tu sais où on est? Non. Est-ce que tu sais qui les gens qui nous ouvrent les portes de ces maisons sont? Non. Est-ce que tu sais ce qu'ils vont nous donner à manger? Non. Lamb. They gave us lamb. Matin, après-midi et soir, c'était que du lamb. Mes fils ne veulent jamais avoir du lamb dans ce vie. Mais bon, c'est justement ça. Non, c'est devenir une offrande à la vie et lui dire, je ne sais pas ce que j'étais hier devient une offrande pour découvrir ce que je peux devenir aujourd'hui. Je m'offre. Et en échange, je reçois une possibilité que la personne que j'étais hier n'aurait pas pouvoir vu. Parce que qui nous sommes à maintenant nous peut nous montrer les possibilités jusqu'à maintenant. Si on veut aller plus loin, on doit renoncer à ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Alors, ma deuxième question, c'était, tu J'ai parlais... répondu à ta question. Oui, 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 très bien. Deuxième question. La deuxième question, c'est, tu parlais en début de session euh, du commitment, pardon, alors vas-y, traduis, commitment, Engagement. de l'engagement radical de chacun vers la paix intérieure. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ça et qu'est-ce que ça veut dire? Si. Bueno, l'expériment a commencé parce que tout d'un coup, il y avait trop de choses en se passant dans ma vie la dernière année et demie. Non, donc, c'était tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses qu'il y a un moment que tu as dit, moi, je me dis, híjole, je dois faire quelque chose parce que autrement, je vais me perdre. C'est beaucoup trop. Non? La mort de mon père, les médiations avec mes frères, un de mes frères, dépression, en train de se suicider 2, 3, 4 fois, la mère qui ne peut pas avec lui, donc me dit que si je peux venir, et donc je dois aller. Beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses. Mon ex-mari en train de négocier les termes du divorce. Beaucoup de ma mère qui mourait chaque 3 semaines et revenait, et mourait, revenait. Beaucoup trop. Donc, j'ai dit, je dois faire quelque chose pour pouvoir rester en paix, pour pouvoir rester dans un bon espace qui m'aide avec tout ça. Mais pendant que je le disais, c'était, OK, donc, pour pouvoir rester en paix, donc, l'objectif est la paix. Et si je faisais de la paix le non négociable? Et si je faisais un engagement radical avec ma paix intérieure? Et si on voit ce qui se passe? Et donc, l'expériment a commencé il y a, je ne sais pas, 4-5 mois. Et j'ai commencé à voir comment, si la paix intérieure devenait le non négociable, donc n'importe ce qui se passe, c'est si la paix intérieure est le non négociable, donc je dois renoncer à cette pensée.
Si la paix intérieure est le non négociable, donc je dois m'approcher à cette relation d'une façon différente. Si la paix intérieure est le non négociable, je dois changer la façon dans laquelle je me communique avec mon enfant. Si la paix intérieure est le non négociable, donc tu vois, ça devient le nord du compas. Et tout doit se transformer et prendre une place différente pour que le nord ne bouge pas. Et c'est pas toi qui le fais. Non, c'est pas toi qui... Non, c'est la pensée. Bon, pour cette pensée, je dois renoncer à elle. Non, si vraiment ma paix intérieure est le non négociable, il y a tellement de choses à celles qu'on doit renoncer. Et on ne se donne pas compte. Ah, on ne se rend pas compte de la quantité de temps et d'énergie qu'on dépense avec des pensées et des relations et des communications et des histoires qui nous enlèvent la paix, qui nous volent la paix et nous mettent dans des états intérieurs ridicules, pas idéal, absurde pour pouvoir s'engager dans la vie vraiment. Et donc, tout d'un coup, si tu fais un engagement radical avec ta paix intérieure, tu dois renoncer à tellement de choses que tu as un plein de temps libre pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir faire les choses que tu veux faire, penser les choses que tu veux penser, être avec les personnes que tu veux être, créer ce que tu veux créer. Mais la quantité de temps libre que tu as soudainement dans tes mains, c'est fou. C'est incroyable. Et donc, encore une fois, non, en Mongolie, chaque fois que la pensée de ma mère, si vraiment ma paix intérieure va être le nord, va être le non négociable, je ne peux pas dépenser le temps à penser, ah, j'aurais dû être là, si j'aurais été là, les choses auraient été différentes parce que peut-être j'aurais pu dire au revoir d'une façon plus... Non, tu vois, tout le temps que je pourrais passer à penser des histoires, tout d'un coup, c'était du temps libre que j'avais pour être présente, pour découvrir ce que c'était de vraiment important pour ce moment-là. C'est pas juste du lâcher prise des pensées qui sont des pensées qui te tirent vers le bas. C'est aussi réorganiser. Non, 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 mais tu vois, si toi tu réorganises, c'est foutu parce que là maintenant, tu as du boulot. Ouais, Toi, tu te coupes de la paix. Et puis tout se réorganise autour de ça. Si tu as du boulot, tu n'as pas de la paix. Donc, toi, tu fais l'engagement radical avec la paix et tu laisses que tout s'organise. Non? Ça des choses ridicules, non? Un dîner chez Anna Paula. Oh, j'ai pas vraiment envie d'aller. Pero Anna Paula, elle va être tellement déçue parce que tu n'es pas là. Ça, c'est le problème d'Anna Paula. Non, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Ça, c'est ma paix ici. Et si Anna Paula perd sa paix, ça, c'est son problème. C'est pas mon problème qu'Anna Paula perd sa paix ou non. Donc, Anna Paula doit s'organiser pour sa paix. Moi, je dois justement, finalement, Anna Paula s'organise pour ma paix. Tout s'organise pour ma paix.
Donc la pensée, lâcher prise, lâcher prise. Si, pero n'oublie pas que train, entraîner, ouais, on entraîne notre esprit avec l'attention. Donc, si je mets de l'attention à penser, ah, ma mère, tout aurait été différent si j'aurais été là et j'aurais pu dire au revoir de cette-ci. Je suis en train de offrir mon attention à des pensées qui m'enlèvent la paix, mais je suis en train d'entraîner mon esprit à penser de cette façon-ci. Et donc, quand tu as la paix intérieure comme le Nord et tu n'as plus d'espace, tu n'as plus de temps pour dépenser avec tout ça, tu es en train d'entraîner ton esprit à ne pas aller là, à rester dans la paix. Ne pas se sentir attraction, ouais, par ces jeux mentaux. Sí. Y entonces, le lâcher prise, chaque jour, il y a moins de ça. Parce qu'il y a moins à lâcher parce qu'ils n'arrivent plus. Ils arrivent de temps en temps, mais ton esprit est déjà aligné d'une autre façon, entraîné d'une autre façon. Ça peut être un challenge intéressant de faire ça pendant 2 semaines, voir comment notre vie évolue. Si, un expériment. 2 semaines. Ne pas perdre le temps avec n'importe quoi qui ne soit pas aligné avec ta paix et ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, tu le trouves dans ta paix. Tu vois? Et donc, chaque décision devient très simple, très évidente. Ça, c'est aligné avec ma paix, avec ce que je veux. Non, bon, donc alors. Mais je n'y pense plus. C'est très clair. Et comme un ami me disait hier, si tu es content, Dieu est content. Et ça fait du bien de savoir qu'on contribue à la contenture de Dieu. Contentement du monde. Contentura, c'est un mot inventé, ça n'existe pas en espagnol, mais tu vois tu vois? Tu contribues à la joie. Mais c'est la seule façon de contribuer à la joie. Et donc, ce n'est pas tellement où on va, l'objectif, ce qu'on veut. Non, ça devient beaucoup plus important le point de départ. Le point de départ devient plus important. Le point de départ est ma paix, le point de départ est aligné avec la joie, le point de départ est aligné avec ce que je veux. Ou non, oui, parfait, on y va. Non, non. Et si c'est oui, parfait, on y va, on s'en fout du résultat. Ce n'est plus important. Parce que le vrai objectif, l'objectif profond que c'était créé depuis la joie est déjà accompli.
c'est radical. Et tout ce qui est radical vient avec transformation, ça change les choses. Ça change tout. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout que tu sois en paix tout le temps. Ils vont tout essayer pour changer ça. Et donc, les relations changent aussi, tu vois. Parce que moi, je suis freaking out. Et tu devrais être freaking out avec moi. Ben non, je suis pas. Tout change. C'est radical. C'est vraiment radical. Très bien, il est à peu près 7h30 dans notre time zone. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante avant qu'on arrête ce webinaire pour Marina ou Jean-Baptiste, tu as levé ta main ou tout le monde? Baptiste? Ou tu disais au revoir Non, seulement? c'était juste dire au revoir et merci, que ça allait très bien. Merci beaucoup, Marina. Marina, Merci. c'était très beau. Je pense que tout le monde a aimé, touchant en même temps. J'ai appris beaucoup de choses et puis on va tester l'engagement radical vers la paix intérieure pendant 2 semaines. Órale, et tu m'écris, hein, pero tu dois me dire ce qui se passe. Si, je veux savoir. Merci beaucoup d'être venu. Nous apprécions beaucoup dans le groupe des 3PFR. Et puis, je vous embrasse tous. Merci pour tous. Merci. Et mon français, c'était pas très mal, hein, trop mal. C'était nickel. Incroyable. Merci encore. Parfait. Merci et bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci, Merci, Marina. Marina. Au revoir tout le monde.